Bienvenue dans votre espace d'échange face à Raoul. Face à Raoul reçoit ce jour Son Excellence Josepha Lionel Sako. Elle est la commissaire euh, sur les questions de l'agriculture, développement rural, économie bleue et environnement durable auprès de la Commission de l'Union africaine. Madame la commissaire, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir face à moi. Ceci pour faire une rétrospective sur les contributions de la Commission de l'Union africaine à la participation de la 28e conférence des partis sur le climat. Alors, qu'est-ce qui a meublé votre agenda, Excellence? Merci beaucoup pour l'opportunité et pour l'invitation que vous m'avez faite de servir de votre antenne pour élucider et partager avec les auditeurs, les téléspectateurs, la question de mon département, qui est le département, comme vous l'avez bien dit, de l'agriculture, développement rural, économie bleue et environnement durable. C'est un département, c'est une structure qui est émergée de la réforme. Comme vous savez que l'Union africaine est en face de la réforme institutionnelle. Et sur la réforme institutionnelle, avant, quand j'ai été élu en 2017, on avait juste la division de l'environnement. Mais aujourd'hui, compte tenu de l'importance de ce secteur qui est l'environnement, qui est la planète, et qui est tout ce que nous sommes en train d'analyser ici pendant la COP 28, c'est vraiment des dossiers très importants, très stratégiques, géopolitiques pour notre continent. Et pendant la réforme, le département a été renommé, reconstitué. Ils ont renforcé le département. Il y a deux grandes divisions que nous avons gagnées. Nous avons deux directoires, le directoire de l'agriculture de l'agriculture et la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et nous avons aussi le directoire de l'environnement et de l'économie bleue. Comme vous savez que dans notre continent, nous avons 38 pays qui sont côtiers et nous n'exploitons pas trop le potentiel qui existe dans nos mers, dans nos lacs, dans nos océans. Donc voilà pourquoi nous devons mettre en place des politiques publiques pour bien exploiter le capital de l'économie bleue. Donc voilà un peu la structure de ce département. Donc concernant la COP 28, comme vous savez, l'Union africaine a toujours participé à toutes les COP. Moi-même, en tant que commissaire, je participe aux COP depuis 2017 en tant que commissaire. Même avant, j'étais ambassadeur de bonne volonté en Angola auprès du ministère de l'Environnement pendant la COP 21 en 2015. Donc voilà, c'était ma première entrée dans cette thématique qui est importante, qui est l'environnement, le changement climatique et la gestion des catastrophes naturelles. Euh, Commissaire, les pays africains sont celles forcément la plus vulnérables justement sur cette question du changement climatique et le regard est beaucoup plus tourné au niveau auprès de la Commission pour tant soit peu aider à porter la voix sur les solutions à trouver. Alors aujourd'hui, quel état faites-vous de tous ces plaidoiries? Et nous, au niveau de la Commission, nous avons un organe qui est le CAOS, c'est le comité de chefs d'État et de gouvernement pour le changement climatique. Donc, c'est un organe de l'Union africaine pour vous dire que la question environnementale, la question des changements climatiques est bien prise comme priorité parce que nous avons un organe. Et c'est un organe dirigé par des chefs d'État. Nous avons le département qui est le nôtre, le département d'Arbé qu'on appelle, qui s'occupe aussi de l'environnement durable. Et nous avons aussi le groupe de ministres africains sur AMSEN. Voilà le réseau que nous nous consultons pour pouvoir regarder l'agenda climatique dans notre continent. Donc, nous avons des structures fortes et nous avons aussi des groupes de négociateurs africains. Donc,
toutes ces structures-là, ce sont des structures qui sont en train d'orienter et guider et mener en bonne foi la position commune africaine sur le problème de l'environnement. Vous l'avez dit, très bien dit, que l'Afrique a une responsabilité de pollution en moins de 4%. Mais c'est l'Afrique qui est plus vulnérable, qui subit plus de catastrophes. Là où nous sommes en train de parler, Seychelles a des problèmes dans l'île de Mahé. Il y a des gens qui sont morts, il y a eu le problème des pluies torrentielles et il y a des gens qui sont morts aux Seychelles depuis avant-hier. Pour dire que tous les jours, nous avons des catastrophes dans notre continent. Que faire pour sauver, que faire pour sauver ces catastrophes? En 2000, lors de la COP 21 de l'accord de Paris, nous avons été clairs avec quelles sont les priorités, puisque une fois, nous ne sommes pas des pollueurs. Quelle est la priorité? Puisque le continent subit le plus fortes conséquences, impact des changements climatiques. Nous avons dit que nous, c'est l'adaptation. La priorité des priorités, c'est l'adaptation. On le fait, on a des initiatives, on a l'initiative africaine sur l'adaptation, qui est une initiative de l'Union africaine, appuyée par nos chefs d'État, et je crois que nous devons nous baser sur ce qui existe. On ne va pas inventer la roue, on ne va pas distraire avec d'autres agendas qui peuvent venir bloquer les agendas. Là, nous devons faire le bilan. Nous sommes ici, c'est une COP de bilan sur la mise en place, la mise en œuvre de l'accord de Paris. Est-ce que ce bilan-là pour l'Afrique est bon? Hier, nous avons eu la réunion ministérielle avec Amsen. Nous avons eu cette réunion et nous avons vu que même dans la conversation qui se passe ici à ce moment, nos préoccupations ne sont pas à table comme il faut. Par exemple, nous avons le problème de special needs and special circumstances. Le besoin nos besoins spéciaux et les circonstances spéciaux. On veut que ça soit dans la table et que ça soit approuvé. Parce que nous subissons les plus lourds fardeaux. Et nos États il y a nos États qui prennent au moins 2% de leur budget pour des actions climatiques. Et ces 2% de leur budget pouvaient servir à améliorer les écoles, les infrastructures rurales pour l'évacuation de produits, pour garantir la sécurité alimentaire, les hôpitaux, les écoles, rien. Mais on est obligé de regarder les catastrophes. Les dégâts que par exemple la sécheresse mène, les dégâts que les inondations mènent, les dégâts que le tremblement de terre, nous avons vu ce qui s'est passé au Maroc, ce qui s'est passé en Libye. Et ce n'est même pas d'une année à l'autre, de mois à mois, nous avons toujours des victimes dans notre continent. Donc, sur ce, nous savons où nous allons. Parce que nous avons organisé l'année dernière la COP 15 à Abidjan sur la désertification. Il y a des recommandations qui sont assorties. Où en sommes-nous? Parce que organiser des réunions pour dépenser l'argent, comme on dit en anglais, this is a taxpayer. Les gens payent leurs taxes et ils nous ont confié cette responsabilité, cette mission de résoudre le problème de changement climatique, de résoudre le problème de développement durable, de l'environnement durable. Et nous sommes là. Tous ces comptes rendus ne sont pas ici dans les accords. Je parle de la désertification de la COP 15 qui a eu lieu l'année dernière à Abidjan. Nous avons eu on a eu notre sommet sur le climat, le sommet africain sur le climat à Nairobi du 4 au 6. Nous sommes venus avec la déclaration de nos leaders, la déclaration africaine de leaders de la déclaration de Nairobi, qui a 64 paragraphes. Et le processus de l'élaboration de cet instrument a été consultatif. Nous avons engagé nos communautés économiques régionales
nous avons engagé nos pays membres au niveau national et nous sommes venus avec cette déclaration que nos chefs d'État ont endossée. Voilà un autre instrument qui reflète ce que l'Afrique veut, qui reflète le besoin de l'Afrique, même le besoin pour les actions climatiques dans le secteur de l'adaptation. On n'a rien vu. Nous avons eu récemment à Brazzaville le sommet de 3 climats, oui, oui, au niveau global, hein, les 3 bassins de forêt. On a eu ce sommet de 3 forêts au niveau global. On n'a rien vu. Donc, quand nous on fait nos réunions, et là même ce qui s'est passé à Brazzaville, ce n'est pas seulement le bassin du Congo. On a pris l'Amazonie, on a pris en Indonésie, tous nos besoins, ça est là, pour pouvoir créer une synergie entre le problème de la conservation de nos forêts, entre la conservation de nos récifs forestiers qui aussi prêtent service à l'humanité, à la planète. Mais on n'a rien vu. Excellent, Madame la Commissaire. Justement, vous avez brossé un tableau sur les impacts du changement climatique en Afrique, avec notamment euh, les inondations, les tremblements de terre, ainsi que tous les mécanismes naturellement qui sont mis en place par l'Union africaine pour cela. Mais là, on sait plus ou moins que l'un des facteurs les plus sollicités, si je peux le dire, aujourd'hui, ce sont les questions de financement. Au niveau de l'Union africaine, comment est-ce qu'on répond à ces préoccupations qui, je précise, prennent du temps à être implémentées au-delà de toutes les promesses faites, comme vous l'avez souligné, durant toutes les COP qui ne font que se multiplier. Comment est-ce que vous répondez à ce besoin? Nous sommes sortis de la COP 21, de l'accord de Paris, avec des intentions sur les pays développés. Ils nous ont promis qu'ils vont faire des pledges de 100 milliards de dollars par an. Nous sommes restés à notre soif. Ça, c'était la COP 21. Maintenant, nous sommes à COP 28. Ça fait 7 ans que nous attendons, ce pledge. On n'a rien vu. D'une COP à l'autre, c'est toujours des promesses. Nous sommes venus ici, on nous a dit que le fonds sur lost and damage, les pertes et dommages, hein, vont être opérationnalisés. Mais vous faites des déclarations à l'ouverture d'une COP et on ne connaît pas les instruments, on ne connaît pas qui fait quoi, qui bénéficie quoi, quels sont les règlements intérieurs de ce fonds pour avoir accès. Parce que quand on fait des déclarations comme ça, on est déjà prêt. On a tout travaillé au niveau technique, au niveau, comme ce sont de secteurs financiers, tout le mécanisme est mis en place. Et puis tu viens ici à l'ouverture de COP28 dire que c'est bon, on va démarrer et il y a une feuille de route bien détaillée à partir de janvier. Le fonds est quoi, même s'il y a beaucoup de pays qui ne voulaient pas que la Banque mondiale abrite le fonds provisoirement, intérim, le fonds, mais on a dit OK, mais comment est-ce que on va commencer à opérationnaliser le fonds? Rien. On est là et j'espère que le 14, quand on va finir la COP 28, il y aura vraiment déjà des lignes directrices qui peuvent nous animer et dire que voilà, le fonds est déjà là et nous allons aller. Comme je vous ai dit, nous savons ce que nous voulons. Si vous prenez le principe et valeur de la déclaration de Nairobi, il y a 2 choses. Premièrement, c'est d'aller sur un développement, une croissance verte, le développement d'une croissance verte en Afrique. Cela veut dire qu'on va sur la nature, on conserve la nature, on conserve nos forêts, mais on continue à développer notre continent. Le deuxièmement, c'est un mécanisme approprié sur le financement. Si on regarde le fonds que l'Afrique a besoin pour les actions climatiques, c'est presque 3 trillions, comment vous dites,
c'est 3 trillions. Et nous ne recevons même pas 12% de ces 3 trillions en Afrique. Donc, nous avons des problèmes. Ils nous disent que on n'a pas de projet bancable. L'Union africaine, on vient de créer une unité pour le projet bancable. Donc, nous avons dans notre département aujourd'hui une unité avec l'appui de Afreximbank. C'est une banque qui nous aide beaucoup, une banque panafricaine comme notre organisation. Donc, ils nous ont donné l'appui de ces experts qui sont là déjà en train de travailler et ils vont travailler avec nos États membres pour la capacitation de nos cadres dans l'aspect de gestion de projets, surtout la mise en œuvre de projets bancables pour qu'on puisse avoir accès aux fonds verts sur le climat, pour qu'on puisse avoir aussi le fonds de pertes et dommages. Donc, tout ça là, on est en train de travailler. Mais on ne peut pas rester dans cette léthargie quand on voit ce qui se passe tous les jours. Aujourd'hui, Seychelles est là. Seychelles, c'est un pays pauvre, ce n'est pas un pays très riche. Ils sont bien développés, mais avec tous ces chocs qu'on a eu, la COVID, ils sont beaucoup plus un pays touristique. Mais avec la COVID, vous avez vu, pendant 2 ans, ils n'ont pas travaillé et ils vivent que du tourisme. Hein? Donc, voilà un cas qui est là. L'Union africaine n'a pas ces fonds pour venir en aide de ses États membres. On n'a pas un fonds, on a un fonds de paix et sécurité, mais qui ne couvre pas le problème climatique. Et donc, il y a nos ministres de finances, de l'environnement, chaque fois qu'on se réunit, ils demandent à l'Union africaine de mettre dans l'agenda la création d'un fonds au niveau de l'Union africaine pour le problème des catastrophes naturelles. On n'a pas ça. La seule chose qu'on a qui est vraiment louable pendant mon mandat, je suis fier de le dire, nous avons eu, avec le partenaire, avec l'Italie, nous avons eu la chance de mettre en place un situation room. Donc, un situation room, c'est un bureau, là où nous avons la météorologie, nous avons les appareils pour au moins faire la prévention précoce, early warning, pour faire la prévention précoce. Nous avons des experts qui y travaillent. Chaque 2 fois par semaine, nous faisons de rapports, nous envoyons des rapports à nos représentants permanents à Addis Abeba sur le problème météorologique, sur l'avis, comment est-ce que les tendances météorologiques contre le catastrophe naturelle. Ça, nous les avons, mais nous devons renforcer et nous sommes en train de travailler à mesure que même nos CR doivent avoir aussi ce genre de facilités, ce genre de grandes situation room pour qu'ils puissent projeter et informer. Parce que quand le cyclone vient, tu es au courant, tu peux quand même sauver les vies. Tu sauves les vies parce que tu as l'alerte précoce et tu prends des mesures pour te préparer contre le choc qui vient. Ça, c'est vraiment un acquis que je suis contente et je suis en train de travailler pour que nos États membres aussi aient cette facilité dans leur propre pays. Comme ça, on travaille tous ensemble quand on voit la tendance parce qu'on ne peut pas contrôler ces effets tant que le réchauffement climatique augmente. Et la science nous le parle et la science nous protège parce que quand on parle de la sécurité environnementale, c'est quoi? Parce que la sécurité alimentaire, tu ne peux pas lutter contre la sécheresse, tu ne peux pas lutter contre le tremblement de terre. Donc la sécurité environnementale doit être la prévention environnementale. On doit prévenir. Et prévenir pourquoi? En évitant de polluer. En évitant, parce que nous savons quelles sont les causes que nous sommes en train de subir aujourd'hui. C'est la pollution. Et si on diminue la pollution, on va vers des énergies plus propres. Mais ça aussi, c'est un dilemme. Parce qu'au moment où nos États membres sont en train de découvrir les gaz, Glasgow nous dit, la COP 26, la COP 26 à Glasgow nous dit il ne faut pas financer la prescription de la découverte du gaz.
Donc, la transition énergétique, nous on dit, on veut aller vers une transition énergétique, mais just transition, une transition progressive, hein, transition, on va aller, Progressivement. voilà, on ne peut pas aller comme ça du jour au lendemain, fermer notre turbine de, comment on appelle, fossile. Par exemple, je viens d'un pays qui est l'Angola, c'est le pétrole, le Nigeria, l'Algérie, le Gabon, le Congo. Donc, on ne peut pas fermer parce que c'est une source, nos ressources naturelles, c'est une source de nos revenus pour faire notre budget. On ne peut pas aller d'une dette après une dette, tout le temps endetter des générations. Quand nos enfants vont venir, ils sont endettés, comment ils vont aller? Est-ce que c'est ça, hein, l'architecture financière que nous voulons? Euh, Madame la commissaire, au sorti de 2016 au Maroc, le chef d'État de l'Union africaine, pour répondre aussi également à ces questions, avait mis en place trois commissions, celle des îles insulaires, de la commission Sahel et la commission climat pour le bassin du Congo. Alors, ce sont des instruments également sous sous votre patronat. Alors, quel est le bilan que vous faites de l'apport de ces commissions dans vos politiques? Ces trois commissions ont été mises en place en 16. 2016, la COP 22. Donc, pendant la COP 22 à Marrakech, nous avons mis l'Union africaine, nos chefs d'État, parce que ce sont eux les détenteurs de l'Union africaine. Nous sommes seulement la commission, c'est-à-dire le secrétariat de cette Union africaine. Donc, nos chefs d'État ont mis en place les trois commissions climat. Comme vous l'avez dit, la commission climat du bassin du Congo, la commission climat du Sahel et la commission climat des États insulaires. Donc, ces commissions, vraiment, la chance qu'on a eue, il y a l'engagement politique. Elles sont coordonnées par des chefs d'État. Donc, il y a vraiment l'engagement politique et ça démarre. La commission bassin de Congo, du bassin du Congo, climat bassin de Congo, elle marche très bien. Elle est très active parce que le président, son excellence, le président Sassou, est vraiment engagé pour ce programme. Et ils ont même le fonds bleu, ils travaillent aussi avec la CAC, ils travaillent aussi avec nous. Nous tous, nous sommes ensemble sur cette commission. Et la commission a été, l'objectif de la commission, c'est pour la mise en œuvre, hein, de notre contribution déterminante que nous avons présentée lors de la COP 21, pour la mise en œuvre de l'accord de Paris. Donc, on a mis ça en place. Bon, la structure est là. Mais des questions financières demeurent. Même le fonds bleu, il faut mobiliser. Donc, nous sommes en train de... Celle du bassin du Congo, elle est institutionnalisée. Le chef d'État était là. Il y a 13 pays qui font partie de cette commission parce qu'ils partagent le bassin du Congo. Et donc, on est en train de voir parce que le NDC, comme on dit, le commission déterminée, les contributions déterminées au niveau national, ils sont là. Mais je crois que même aujourd'hui, elles ne sont plus de l'actualité. Il faut la contextualiser avec ce qu'on a connu sur Covid, avec ce qu'on a connu sur la crise Ukraine et la Russie. Je crois qu'on doit la contextualiser et contextualiser selon comment on appelle, la période qu'on vit aujourd'hui avec les crises. Donc, je suis sûr que ce qu'on avait soumis en 2021, en 2015, ne plus la même chose. Donc, il faut l'actualiser selon les nécessités et les tendances actuelles climatiques. Donc, elles sont là. Démarrer, elles ne démarrent pas trop parce que le rapport ne sont pas trop là. Donc, on doit passer à une autre, changer la narrative pour voir si on peut accélérer la mise en œuvre de programmes. Ce n'est pas seulement faire des réunions, mais au concret, est-ce que ça a transformé la vie de ces communautés, de nous les Africains, de nos populations au niveau du développement? Je ne crois pas. On a aussi la commission climat du Sahel. Elle fonctionne très bien et le président Youssoufou a été très actif, très actif dans cette commission climat de Sahel. Elle fonctionne très bien, mais elle a toujours aussi le même problème, c'est le problème de financement.
Hein. Les programmes sont là, tout est là, c'est seulement une question de mobiliser le financement parce qu'on attendait beaucoup avec ce financement de l'accord de Paris, de la COP 15, de 21, on n'a rien vu. Et puis la commission des pays insulaires, c'est le Seychelles, qui a la coordination de ça. Et le président est très engagé. Il était même là ici avec nous. Il est très engagé. Il travaille en étroite collaboration avec l'Union africaine. Nous avons eu la déclaration de Moroni comment on appelle, aux Comores. Aux Comores. Donc, on a presque tout. Donc, tout ça là, c'est la mobilisation des fonds. Si on a des fonds, on va démarrer parce que ce sont des structures très importantes et ça coordonne et ça nous permet de vraiment mettre en œuvre hein, nos activités et actions climatiques dans ces 3 commissions. Ah ben, Excellence, justement, ayant constaté justement ce manque de volonté, je puisse le dire, des pays développés à appuyer justement, ou bien à abonder ces fonds au-delà des annonces, quelle est la réponse que sur le plan africain, puisque les populations continueront pas forcément à attendre des solutions venant de l'extérieur pour s'adapter ou faire face à tous ces effets. À votre niveau, quelle est la réponse que vous pensez que les États au niveau africain peuvent apporter eux-mêmes pour pouvoir faire face à cette solution au regard du plus ou moins constat de la bonne volonté des pays développés à pouvoir respecter leurs engagements? Oui, la question financière est vraiment très sérieuse. C'est pour cela, dans notre déclaration de Nairobi, nous avons recommandé qu'il y ait une restructuration de ces institutions internationales financières, dont la Banque mondiale et Bretton Woods, la Banque mondiale, le FMI, qu'ils restructurent. Si on regarde ces 2 instruments les plus grands, la Banque mondiale et le Bretton Woods, des institutions de Bretton Woods, elles ont été créées en 1945, après la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Je crois qu'elles sont caduques. Et à l'époque, il y a des plateformes, vos collègues, quand ils me demandent pourquoi ça ne marche pas. Oui, elles ont été créées après la Deuxième Guerre mondiale, après 1945, et le quota ou bien les intérêts de l'Afrique ne sont pas mis en compte par rapport à l'accès à ça, parce qu'à l'époque, on n'était pas indépendant. On était géré par eux. Tous les pays africains étaient colonisés, peut-être excepté l'Éthiopie, qui n'a pas été colonisée. Mais on était sur la période, l'ère de la coloniale. Ils n'ont pas pris en compte nos facilités, notre accès à la demande de financement. Si vous voyez juste comment ça fonctionne, par exemple, des pays en voie de développement, en voie de développement, comme le nôtre, leur taux d'intérêt, quand ils vont prendre je parle pas en Afrique, d'autres pays dans d'autres régions, je parle de l'Amérique latine, je parle de l'Asie, hein, l'Asie du Sud, de l'Est. Quand vous voyez leurs intérêts, les intérêts leurs intérêts, c'est 2%, 3%. Nous, c'est 7%. Cela veut dire que quand nos colonialistes ont mis cet instrument en place, c'était pour nous punir. Parce qu'un pays qui n'a pas une croissance économique hein, à 7%, comment est-ce que tu vas aller t'endetter à 7%? Regardez, quand est-ce que tu vas finir de payer ce que tu es allé prendre? Non, ce n'est pas juste. On n'est pas en train de quereller. On est seulement en train de dire que l'Afrique a 1,4 milliard d'habitants. 1,2 billion, 1 milliard d'habitants. Donc, 1,4 milliard d'habitants, c'est un poids. Si vous regardez le Grand Nord ou l'Union européenne, elles sont 400 et quelques millions d'habitants. Nous sommes plus. Ah, comment est-ce qu'un continent qui a moins que nous, il s'assoit dans le space sécurité des Nations Unies et l'Afrique est observateur. On n'a plus de pays qui ne sont plus indépendants, qui ne sont plus colonisés. Même l'apartheid est fini. La Namibie, tout ça, le dernier lot
Même le Soudan aujourd'hui, c'est un pays, le South-Soudan. Donc, tous les pays sont indépendants. Quand est-ce qu'on va arriver aussi à nous asseoir comme les autres? Aujourd'hui, on nous a mis dans le G20. Mais il faut que nous nous organisons. Les gens sont excités, G20, G20, G20. Quel agenda nous devons préparer? Et donner le pouvoir à l'Union africaine. Parce que c'est l'institution de tous les pays africains. C'est l'avantage que nous avons. Tous les pays africains, tous les 55 pays africains appartiennent à l'Union africaine. Donner le pouvoir à la Commission de l'Union africaine d'élaborer le programme, d'élaborer des stratégies pour pouvoir dire voilà ce que l'Afrique a besoin. Et voilà le problème climatique que vous dites. C'est l'occasion, si on est dans le G20, pour mettre ça à table dans la conversation qu'on va avoir avec nos partenaires. Donc je crois qu'on a quand même de l'avantage. Mais si tout le monde veut faire la même chose, on ne va nulle part. Si on doit nous battre entre nous, Africains, au lieu de nous unir, hein, on ne va pas atteindre la vision de l'Afrique que nous voulons prospère. Merci, Excellence, Madame la Commissaire. Je rappelle que vous êtes commissaire à l'agriculture, développement rural, économie bleue et environnement durable auprès de la Commission de l'Union africaine. Je pense que ces thématiques sont assez vastes et que nous aurions l'occasion dans nos prochaines éditions de toucher des spécificités liées justement à votre portefeuille, naturellement, ce qui est en lien avec l'agriculture, qui est également un domaine assez vaste et également en danger parce qu'elle subit tous ces effets d'impact au changement climatique sur le plan local, le développement rural et cette question d'économie bleue qui également porte sur le plan global les aspects économiques sur le regard apporté sur nos eaux et autres. Merci, Excellence, d'avoir été face à Raoul. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci.